messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. Dans l'actualité ce soir, la diplomatie, les relations entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Burkina sont au beau fixe. La 9e commission de partenariat ouverte ce jour l'atteste. Pendant ce temps, le ministre des Affaires étrangères Alpha Bari est à Moscou pour réchauffer les relations entre la Russie et le Burkina. Nous parlerons aussi fiscalité avec le directeur général des impôts. Adama Badolo est l'invité de ce journal. Avec lui, il sera question de l'entrée en vigueur de la facture normalisée. Cette facture se veut une réponse concrète dans la lutte contre le faux et la fraude. Précision dans quelques instants. Le cinéma viendra en fin de journal avec le FESPACO qui ouvre ses portes dans quelques jours. Notre fenêtre journalière vous présente les films burkinabés primés lors de l'édition dernière de la Biennale du cinéma africain. Nous irons également dans une salle de ciné pour en savoir plus sur Carton Rouge, le tout premier film de la comédienne Augusta Palinfo. Tout d'abord, cette audience accordée au ministre luxembourgeois de la coopération et de l'action humanitaire. À Kosiam, Romain Schneider a parlé soutien de son pays au PNDS. Une enveloppe de plus de 39 milliards de francs CFA est annoncée pour soutenir ce plan de développement. Précision, Salifou Belem et Oumar Zambré. À Kosiam, le ministre luxembourgeois de la coopération et de l'action humanitaire vient réitérer le soutien de son pays au Burkina Faso après la conférence de Paris en juin dernier sur le plan national de développement économique et social, PNDS. À Rockma Christian Kaboré, Romain Schneider annonce une enveloppe de plus de 39 milliards de francs CFA pour le financement de plusieurs secteurs de développement pour la période 2017-2021. Et aujourd'hui, on a bien avancé pour bien cibler à nouveau ces projets dans les différents programmes, dans les différents également secteurs où on en fait l'intervention, que ce soit dans l'environnement, dans les développements durables, mais également dans les nouveaux TIC, qui est un point très très essentiel également pour le gouvernement, également au niveau de la santé et surtout au niveau de l'éducation, non seulement de base, mais également technique et supérieure, tout en mentionnant et avoir quand même des perspectives également dans tous les domaines, également dans l'environnement, pour avoir une création d'emplois. Cela fait plus de 20 ans que dure l'amitié entre le pays des hommes intègres et celui du Grand-Duché de Luxembourg. Et la présence de cette délégation ministérielle au Burkina Faso est une aubaine pour faire le bilan de la coopération. Un bilan très très positif avec une très bonne pourcentage d'exécution d'une part, mais également des projets concrets qui ont su être réalisés ensemble. Après le bilan qu'on a fait sur le programme indicatif de coopération, on a également évoqué des nouvelles possibilités concernant un troisième programme, donc un PIC 3. Le Grand-Duché de Luxembourg entretient des liens de coopération avec 7 pays dans le monde, dont 5 en Afrique. Et le Burkina Faso est l'un de ses partenaires privilégiés. Et intéressons-nous justement à cette coopération. Ce matin à Ouagadougou, la tradition a une fois de plus été respectée. La 9e commission se penche sur les projets et programmes réalisés dans le cadre de la coopération bilatérale entre le Luxembourg et le Burkina. Le programme indicatif de coopération appelé PIC 3 démarre cette année, nous affirment Panwadrogo Jean Zongo et Bouma Ernest Nebier. Le Burkina et le Grand-Duché de Luxembourg tiennent leur 9e commission de partenariat à Ouagadougou. Une rencontre qui devra leur permettre de revisiter cette coopération vieille de plusieurs années et de faire le bilan des projets financés par le Luxembourg au Burkina. Des projets qui se réalisent à travers des programmes appelés programmes indicatifs de coopération PIC. Le PIC 2 a ainsi contribué à la mise en œuvre de 2 stratégies de développement au Burkina Faso. Il s'agit du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté et de la stratégie de croissance accélérée de développement durable. Le Luxembourg intervient dans plusieurs domaines de développement au Burkina. Il compte poursuivre son... L'accent se met sur l'éducation, l'environnement, la santé et les technologies de l'information et de la communication. Et je crois que lutter contre la pauvreté veut pour moi dire plusieurs aspects. Il y a naturellement une éducation de base, mais éducation technique également avec une formation professionnelle derrière, avec naturellement les critères de développement durable, de l'environnement qui jouent et naturellement les nouveaux défis de l'informatique, des nouveaux numériques qui sont très très importants. La commission de partenariat entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Burkina est un cadre formel d'échange sur la coopération entre les deux pays.
Créée en 2003, elle se tient annuellement et de façon alternée au Burkina et au Luxembourg. Et toujours en matière de coopération, Alpha Bari est à Moscou depuis ce dimanche. Le ministre des Affaires étrangères y est pour redynamiser les relations entre la Russie et le Burkina. Avant les travaux avec les autorités russes, le chef de la diplomatie a échangé avec la diaspora burkinabé. Le contenu avec Frédéric Etienne Basenga, notre envoyé spécial à Moscou. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur donne les nouvelles du pays aux Burkinabés de Moscou. D'entrée de jeu, Alpha Bari développe les questions sécuritaires, parle économie en donnant les grands axes du PNDS avant de laisser la parole à la diaspora. Les questions de visa, l'accompagnement des Burkinabés de l'extérieur, la position du Burkina sur la CPI, bref, les Burkinabés de Moscou montrent leur intérêt pour les grandes questions du moment de la mère patrie avant de manifester au ministre leur satisfaction de la redynamisation des relations entre le Burkina et la Russie. On a eu une certaine période où on était en griffe orphelin, laissé à nous-mêmes. Cela montre, cette visite montre un élan une reprise, je dirais, une reprise de dialogue entre la Fédération de Russie et le Burkina. Cela montre également cet élan-là que le Burkina ne nous a pas oublié, nous vivons ici en Fédération de Russie. Et j'espère que ce n'est qu'un premier pas. Satisfaction également pour le ministre des Affaires étrangères. Pour Alpha Bari, rencontrer les Burkinabés de l'extérieur est un devoir. Comme vous savez, il y a des questions pratiques qui se posent à cette communauté un peu partout, et à chaque région, à chaque pays, ses préoccupations particulières, et parfois c'est important que nous puissions leur apporter les réponses qu'ils n'ont pas souvent. Et puis bon, c'est des moments aussi d'échange sur la situation du pays, les nouvelles, parce que chacun de ces burkinabés, chacun est un ambassadeur du pays, donc échange avec des amis et partenaires du pays, et c'est toujours important d'avoir la bonne information et surtout la bonne analyse de la situation du pays pour pouvoir la partager avec les amis et partenaires du pays. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur est à Moscou pour l'ouverture officielle de l'ambassade du Burkina en Russie et pour la signature d'une convention sur l'enseignement secondaire et d'un mémorandum sur les relations d'accord politiques bilatérales. Et nous s'ouvrons donc toutes ces étapes de cette visite avec Frédéric Etienne Basenga. Le PNDS a aussi fait l'objet d'échanges. Cette fois, nous sommes à Ouagadougou. Les organisations syndicales ayant participé aux côtés du patronat à la table ronde des bailleurs de fonds justifient leur position. C'était au cours d'une conférence de presse animée ce matin même. Le compte-rendu est signé Adama Guiti et Moumouni Soubeiga. Face à la presse, ces responsables syndicaux de 5 centrales syndicales et de 9 syndicats autonomes réitèrent leur soutien au PNDS, le Plan national du développement économique et social. Selon ces organisations syndicales, c'est un référentiel de développement qui prend en compte leurs préoccupations. Le PNDS a pris en compte les préoccupations du mouvement syndical, à la différence des autres programmes de développement qu'a connu notre pays. Quoi de plus normal que nos organisations syndicales, à l'image des illustres devanciers qui se sont battus pour relever les défis pour le plus grand nombre de la population, soutiennent ce programme qui est en phase avec le combat qu'a décidé de mener le mouvement syndical africain, à savoir le développement des pays africains et l'emploi des jeunes. Pour ces organisations syndicales, c'est un choix qu'elles assument au regard des défis à relever et du contexte économique de leur pas du tout reluisant. 2/3 des ressources au niveau du PNDS, c'est une mobilisation nationale. Honnêtement, qui de nous ici peut se construire sans prendre des crédits? Ce qui est réalité pour l'homme burkinabé est réalité pour la nation burkinabé. Nous ne sommes pas un pays producteur de pétrole.
Ces organisations syndicales avaient déjà soutenu avec le patronat la table ronde des bailleurs de fonds sur le financement du PN2S à Paris. Paul Kaboré et ses camarades envisagent les jours à venir de rencontrer le gouvernement pour suggérer la prise en compte de certaines mesures dans la mise en œuvre du PN2S. Il s'agit par exemple de la convention de l'OIT sur les marchés publics, de la relecture du Code du travail et du renforcement de l'indépendance de la justice et de la lutte contre la corruption au Burkina. Et puis, c'est une première rencontre en cette année 2017 pour le groupement des petits commerçants des marchés et yards du Burkina. À Ouagadougou, ils ont échangé sur les difficultés de leur secteur d'activité. La suite à donner à leurs doléances dépend du lobbying de leurs représentants à la Chambre de commerce. C'est ce qui ressort de la rencontre suivie pour nous par Salifou Belem et Maïmouna Traoré. Quelle perspective pour l'essor et l'épanouissement du petit commerce? Les structures associatives et les groupements des petits commerçants des marchés et yards sont à la recherche de solutions aux difficultés qu'ils vivent au quotidien. Quand on a voulu accompagner les jeunes, on a demandé à certains jeunes d'apporter, si vous voulez, un plan d'affaires. Quand vous tournez autour des gestionnaires, des comptables qui sont à côté, ils vous demandent minimum 150 000. Les difficultés que les transporteurs qui transportent les marchandises des commerçants rencontrent se répercutent sur l'activité des commerçants et même que ça renchérit le prix des marchandises, surtout des produits de grande consommation. Ces difficultés, ils l'ont consigné dans un document. Ils comptent sur leurs représentants à la Chambre de commerce pour le transmettre aux autorités compétentes. Il m'a élu à la Chambre de commerce. Je ne peux pas régler les problèmes tout seul. Nous, on va aller donner et eux aussi n'ont qu'à essayer de mettre ça dans leur programme pour que la jeunesse avance, puisque la jeunesse sent vraiment des aides, puisque la jeunesse vraiment que les gens les écoutent, la jeunesse, et regardent les préoccupations de la jeunesse. Les petits commerçants des marchés et yards attendent des autorités des réformes conséquentes qui tiennent compte des préoccupations de la jeunesse. Et je vous le disais, M. Adama Badolo est l'invité de cette édition. Bonsoir, M. Badolo. Bonsoir, madame. La Direction générale des impôts que vous dirigez a opté pour l'introduction d'une facture normalisée. Quelles sont les raisons qui favorisent l'adoption de cette facture? Merci, madame. Merci à la RTB pour l'occasion que vous nous donnez pour parler effectivement de la facture normalisée. Pourquoi avoir institué la facture normalisée? Disons tout de suite que c'est pour lutter contre la fraude et le faux. Vous n'êtes pas sans savoir que dans notre pays, comme dans beaucoup de pays africains, il y a un certain nombre d'acteurs économiques qui falsifient des documents ou parfois qui vendent sans délivrer des factures ou des factures en bonne et due forme. Alors qu'il faut bien qu'on puisse maîtriser les opérations pour que les impôts qui doivent être payés puissent être payés correctement. C'est pourquoi justement, dans notre pays, on a institué la facture normalisée. Alors cette facture se veut moderne, sécurisée et par-dessus tout rentable. Déjà, pour la sécurité, quelles sont les caractéristiques de la facture normalisée? Alors, disons que la facture normalisée, c'est d'abord une facture qui répond à des conditions de forme et de fond, qui permettent d'avoir l'identité exacte de celui qui vend, qui facture donc, et de celui qui achète. L'élément nouveau que nous introduisons, c'est la sécurisation de la facture en apposant sur la facture un sticker sécurisé. Le sticker permet justement de personnaliser la facture, c'est-à-dire de dire que cette facture-là vient de telle entreprise, qu'elle a été émise par telle entreprise et pour telle personne qui a fait l'achat. Voilà. Et ça permet également de maîtriser l'ensemble des opérations, de sorte à avoir une exhaustivité des opérations d'un commerçant, d'un opérateur économique. Et en chiffres, quels sont les avantages liés pour le Burkina, donc liés à cette facture? Alors, disons que d'abord la facture normalisée va nous permettre de maîtriser mieux la TVA. La taxe sur la valeur ajoutée, qui aujourd'hui est le principal impôt, c'est-à-dire c'est l'impôt leader,
ça représente 35% en gros de l'ensemble de nos recouvrements qui se chiffrent à 600 milliards. Donc vous pouvez comprendre un peu l'importance de la TVA dans notre dispositif. Nous nous sommes rendus compte que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui facturent la TVA mais qui ne la reversent pas, qui collectent la TVA et qui ne la reversent pas. Donc, en introduisant la facture normalisée, nous pensons justement pouvoir maîtriser cela. Maintenant, en termes de chiffres, combien ça va faire, c'est difficile à estimer au début justement de cette opération, mais on pense qu'à moyen terme, on devrait pouvoir doubler la TVA que nous collectons auprès des moyennes entreprises au moins. Alors, le lancement officiel de cette facture va intervenir demain. Qui va-t-elle concerner dans un premier temps et à quelle échéance? Alors, nous allons instituer la facture là de façon progressive. Donc, cette première phase va concerner les grandes et les moyennes entreprises sur l'ensemble du territoire, c'est-à-dire celles qui réalisent un chiffre d'affaires hors taxe supérieur ou égal à 50 millions de francs CFA par an. Donc, ce sont ces entreprises-là qui relèvent du réel normal d'imposition et qui ont l'obligation de facturer la TVA qui vont être concernées au cours de cette phase. D'accord. Et quand est-ce que ce sera déjà effectif à partir de demain? Et c'est déjà effectif. Nous avons vendu nos premiers stickers aujourd'hui. À partir donc depuis cette date aujourd'hui 20, les factures sont disponibles. Et à partir donc du 1er mars, nous allons les rendre obligatoires. Merci à vous, Monsieur Adama Badolo. Je rappelle que vous êtes le directeur général des impôts. Vous étiez avec nous sur ce plateau pour parler de la facture normalisée dont le lancement officiel interviendra demain à Ouagadougou. Merci beaucoup. Et nous poursuivons ce journal avec cette rencontre du Conseil des frontières. Il en ressort qu'environ 1350 km de frontières restent à matérialiser entre le Burkina et ses pays voisins. Une urgence à inscrire quand on sait que la lutte contre la criminalité transfrontalière et le terrorisme en dépendent. Les détails avec Roger Kam et Aruna Marie. 40%, c'est le taux des activités à mener pour la matérialisation intégrale des frontières entre le Burkina et ses pays voisins. Sur les 3615 km de frontières communes, environ 1350 restent à borner. À cette deuxième session ordinaire, ces membres du Conseil national des frontières vont donc statuer sur les documents relatifs à la gestion des frontières et affiner les stratégies pour le bornage complet des frontières du Burkina. Pour donner un peu plus de lisibilité à l'espace frontalier du Burkina et une meilleure organisation des actions de développement et de sécurisation. On est dans le tête de peloton des pays qui ont fait des efforts pour avoir le maximum de frontières bornées. En tout cas, nous sommes dans le peloton de tête et il faut poursuivre ces efforts. Le Conseil national des frontières va également plancher sur les moyens d'assurer les missions régaliennes de l'État, notamment celle d'offrir aux populations résidant dans les zones frontalières les services sociaux de base. Nous sommes chargés de délimiter et de marquer les frontières internationales du Burkina Faso et de gérer aussi la coopération transfrontalière. Après le bornage, vous savez qu'il y a des villages qui passent de l'autre côté de la frontière. Comment faire pour que ces populations vivent en paix? Donc nous initions des projets en faveur de ces populations-là pour qu'elles puissent vivre en harmonie. Construire un espace communautaire intégré mais délimité. L'enjeu est de taille. Assurer la sécurité des biens et des personnes et la cohésion des populations des zones frontalières. Rendons-nous à présent dans la forêt classée du Cou à la suite d'une délégation gouvernementale. Le ministre de l'Environnement qui conduit cette sortie s'est fait une idée précise sur l'ampleur de l'incendie qui a ravagé plus de 15 hectares de cette forêt. Dans la foulée, des mesures ont été annoncées pour une meilleure protection de cette ressource naturelle. Nous en savons plus dans ce reportage de Lamine Karantao et Ahadi Sandamba. Guidé par des techniciens de l'environnement, c'est avec désolation que la délégation gouvernementale dit constater de visu les dégâts de cet incendie. Et c'est ici que tout a commencé, dira le directeur provincial en charge de l'environnement du Houé. Il affirme par ailleurs que ce sont plus de 15 hectares, dont 8 hectares de teck qui ont été ravagés par les flammes, ainsi qu'un important couvert végétal réduit en cendres. Un couvert qui, à en croire les spécialistes, prendra beaucoup de temps avant de se régénérer,
contrairement au TEC qui lui pourra se régénérer dans 2 ou 3 mois. Face donc à une telle situation, le ministre en charge de l'environnement, par ailleurs chef de la délégation, annonce des mesures idoines pour une meilleure préservation de cette forêt. La baignade sauvage doit être interdite sur le site. Deuxième constat, nous invitons l'ensemble des populations à travers leur union, qui participent bien sûr à la gestion de cette forêt, d'appuyer les services techniques en termes de surveillance. Troisièmement, instruction a été donnée à la direction provinciale de renforcer bien sûr le poste forestier de Denderesso qui a la charge de la gestion de cette forêt. Et ensuite, nous pensons que l'école nationale des eaux et forêts qui est implantée à l'intérieur de cette forêt peut être un atout majeur pour appuyer également la gestion et le suivi, sans oublier la collectivité locale. Et c'est donc dans le souci d'impliquer davantage les populations riveraines dans la préservation de cette ressource naturelle que la délégation gouvernementale a rencontré le conseil villageois de Kokorowe. Ce fut également l'occasion pour les ministres de mieux découvrir les ressources du coup, ainsi que les dispositifs et dispositions de gestion et surtout de préservation de cette forêt classée. La deuxième édition du symposium sur le dialogue des religions et des cultures s'organise. Elle va se tenir du 3 au 7 mars prochain à Ouagadougou qui prend la relève après Cotonou. Les enjeux de ce symposium ont été dévoilés ce jour à la presse. Ce que l'on retient, c'est la contribution de l'histoire africaine au développement et à la paix. Konsoun Koulibaly et Nathalie Sawadogo nous font le point. Agir dans l'unité pour le développement humain durable en Afrique, c'est le combat mené par des hommes et femmes issus de différentes communautés. Ensemble, ils ont décidé de conjuguer leurs efforts autour d'une plateforme pour faire du dialogue interculturel et interreligieux les fondements de la promotion de la paix et du développement. Notre projet est un projet qui entre dans le cadre d'une dynamique qui est une initiative qui est partie de Cotonou, qui va faire une escale à Ouagadougou et poursuivre sa route vers Abuja, où nous allons justement poursuivre donc les dynamiques avec des termes de référence pour agir dans l'unité. Car l'Afrique de l'Ouest, le succès, c'est dans notre organisation qui est la CEDEAO, mais l'avenir du continent, c'est à travers également l'Union africaine pour que nous puissions être plus représentatifs aux Nations Unies. La plus-value, c'est de poursuivre des réflexions, d'apporter des solutions endogènes, des solutions propres, issues de notre noyau propre à l'universel. Après donc Cotonou, Ouagadougou accueille du 3 au 7 mars prochain le symposium international sur le dialogue des religions et des cultures. Un cadre d'échange pour le renforcement des mécanismes du vivre ensemble. On en vient à cette page consacrée au cinéma. Le FESPACO, c'est déjà pour ce samedi. Mais les salles sombres ne chôment pas pour autant. La première du premier film de la comédienne Augusta Palinfo a eu lieu ce samedi. Le film Carton Rouge évoque les problèmes que rencontrent les femmes évoluant dans les milieux artistiques. Après 90 minutes de visionnage, le ressenti de Konsoun Koulibaly et Sanoua Christine Koulibaly. L'histoire se déroule à Ouagadougou. Une jeune comédienne professionnelle, Ida, vit en concubinage avec Gaston, un expert comptable. Une relation source de critiques acerbes à cause de la vie professionnelle de Ida. Elle qui est prise dans des rivalités intempestives avec ses pairs comédiens, ce qui n'est pas sans conséquence sur la vie du couple. L'amour sera-t-il plus fort que les ragots? Une fiction intitulée Carton Rouge. C'est quoi? C'est bon, c'est caché. Critiquer les gens. Vous voyez? Si tu ne veux pas, ou si tu ne peux pas, tu me dis. Gaston, une artiste. Chaud. L'appel d'hier là, c'est un malentendu, s'il te plaît. C'est l'histoire que nous relate le tout premier bébé de l'actrice comédienne Augusta Palinfo. Par ce film, la réalisatrice veut mettre en lumière les préjugés dont certaines femmes font l'objet dans leur milieu professionnel. Toutes celles qui vont voir ce film, quelque part, les gens vont se sentir concernés. Parce que dans la vie, c'est ce qui se passe. Je parle de la vie
d'actrices, parce que c'est le domaine que je connais le mieux, mais je pense que même les secrétaires, les comptables, on entend toujours parler des gens. Telle personne sort avec son DG, telle personne sort avec qui. Bon, vraiment, c'est juste pour, franchement, conscientiser encore les gens. Le film est en compétition pour le FESPACO dans la catégorie Panorama. Carton rouge sera projeté dans les salles de ciné d'ici et d'ailleurs très prochainement. Et le succès que l'on souhaite à Carton rouge est à l'image de celui de 2 autres longs métrages burkinabés, Cellule 512 de Missa Ebié et L'œil du cyclone de Sékou Touré, rappelez-vous, ont remporté plusieurs prix lors de la 24e édition du FESPACO, ce qui leur a valu une promotion sur le plan africain et international. D'autres films ont aussi été primés au FESPACO, tenu en 2015. Souvenir avec Jean-Eudes Bayala et Kadi Sanogo. Le long métrage du réalisateur Missa Ebié, Cellule 512, a obtenu 2 prix au FESPACO 2015. Il s'agit du prix de la meilleure affiche dans le palmarès officiel et du prix spécial Sinis de l'Association catholique mondiale pour la communication. Ce film montre le combat d'une femme en prison qui résiste aux violences sexuelles. Il aborde aussi la problématique de la drogue et de la corruption dans le milieu carcéral. Grâce aux 2 prix que j'ai eu au FESPACO 2015, ça permet au film quand même de circuler un peu à travers le monde. Parce qu'il y a une demande, quand les gens voient que votre film a eu tel prix, ça les pousse à regarder le film, ça les pousse à demander le film pour leur festival. C'est ainsi qu'il a été diffusé en Afrique dans certains festivals. Je vais citer par exemple, ça m'a amené au Sénégal, ça m'a amené, disons, au Cameroun, ça m'a amené hors de l'Afrique, comme par exemple en France, comme en Allemagne. C'est des prix qui permettent quand même au festival, enfin, au film d'exister. Je pense que si le FESPACO n'existait pas, il aurait fallu le créer. L'œil du cyclone, qui est le premier long métrage du cinéaste Sékou Traoré, est le film africain qui a obtenu le plus grand nombre de prix à la 24e édition du FESPACO. Avec 7 prix en poche, dont 4 dans le palmarès officiel et 3 prix spéciaux, l'œil du cyclone continue de faire rêver de milliers de cinéphiles. Ces prix sont entre autres le prix Oumarou Ganda de la première œuvre, l'étalon de bronze de Nyelenga et le prix CEDEAO du meilleur film sur l'intégration. Une fiction qui pose la problématique du devenir des enfants soldats en Afrique. Nous avons eu en tout 7 prix au FESPACO 2015. C'est vrai que quoi qu'on dise, ça vous ouvre des portes, ça vous donne certaines facilités. Vous pouvez aussi obtenir des prix dans un festival, que ce soit le FESPACO ou autre, et puis après, la fête s'arrête là. Ça peut arriver. Mais nous, on a eu la chance que, dès qu'on était au FESPACO, la plupart des festivals internationaux nous ont contactés pour déjà faire partie de leur festival. On est allé de festival en festival. Et à la fin donc de l'année 2016, je pense qu'on était à 32 prix dans le monde entier. Pour ces 2 réalisateurs burkinabés, être primé au FESPACO permet d'avoir une notoriété sur le plan international. Le FESPACO est donc un tremplin pour les cinéastes du continent. Et nous parlons sport à présent avec la qualification du RCK à la Ligue des Champions en déplacement hier à Brazzaville. Il a été battu par les Diables Noirs par le score d'1-0. Et malgré cette défaite, les Faucons du Kadiogo poursuivent la compétition et s'envolent pour les 16e de finale. Le résumé du match avec Moussa Oudraogo et Dabakini. Qualification arrachée de très haute lutte. Le Rail Club du Kadiogo, malgré sa défaite 1-0 à Brazzaville, va poursuivre la compétition grâce à sa victoire à l'aller 3-0. Dès l'entame de la rencontre, ce sont les Congolais qui ont donné le ton. Ils se créent des occasions de but sans pour autant scorer, tout comme les Burkinabés d'ailleurs. Il a fallu attendre la 28e minute pour assister à l'ouverture du score par Anaël Bakaki pour le Congo. Les Burkinabés très remuants vont courir derrière l'égalisation, mais hélas, c'est la mi-temps. 1-0 pour les Diables Noirs du Congo.
À la reprise, le jeu est plutôt congolais et sur cette sortie du portier burkinabé, l'arbitre centrafricain siffle penalty, mais c'était sans compter avec Aboubakar Savadogo qui peut être le tournant du match puisque les Diables Noirs du Congo vont jeter leur va-tout dans la bataille sans réussir à marquer. Le Rail qui a beaucoup souffert dans cette deuxième partie pouvait même revenir au score si toutes ces occasions avaient été bien exploitées. 1-0 au finish et qualification du Rail Club du Kadiogo, que de joie pour les Faucons. Quand on sort de tel match, on est souvent commotionné par l'émotion. Alors là, je reviens de très loin parce que ça a été vraiment j'ai vécu 90 minutes très difficiles. Le Rail Club du Kadiogo peut savourer sa qualification. Comme quoi, dans ces genres de compétition, il faut faire la différence à domicile. Les déclarations de Maître Alidou Ouedraogo sur l'affaire Dabo Boukari fait l'objet de commentaires dans la presse du jour. Les quotidiens reviennent également sur les critiques du CGTB à l'endroit de la gouvernance politique nationale. La revue de presse est avec Vincent Kiandrebero. Le collectif syndical CGTB et la gouvernance politique au Faso, aucune perspective crédible aux problèmes fondamentaux des Burkinabés, titre Le Pays en reprenant les propos de Bassolman Bazier. Le collectif note quelques annonces faites par le gouvernement, mais reste sur sa soif. Le temps mis pour engager les procédures contre les pilleurs des richesses du peuple compromet l'aboutissement de bon nombre de dossiers, affirme le leader syndical. C'est dire que des luttes sont en perspective, nous indique Sidoya, qui ajoute que les syndicalistes veulent donner de la voix pour la réouverture des gares ferroviaires le long de la ligne pour permettre aux populations de développer leurs activités économiques. Notre temps, lui, mesure la distance entre la CGTB et le PNDS. C'est un programme économique, mais lié à une option politique, alors que le mouvement syndical est à équidistance de toutes les forces politiques, s'explique Bassolman Bazier dans ce journal. La déclaration de Maître Alidou Ouedraogo tendant à rejeter toute implication de Salifou Diallo dans la mort de Dabo Boukari est matière à débat dans la presse. Pour l'Express du Faso, Alidou Ouedraogo a dû oublier une chose, la déclaration du MBDHP que lui-même a créée qui excluait Salifou Diallo de ses instances pour sa responsabilité supposée dans cette affaire. En plus, ses propos peuvent jouer sur l'instruction du dossier, affirme le journal. Mais notre temps ne l'entend pas de cette oreille. Ce qu'il a pu avancer ne vient pas de la justice et ne saurait influencer la décision du tribunal. Et puis, poursuit notre temps, il s'agit du fait qu'un individu ait donné son opinion et qu'une partie des Burkinabés lui refuse ce droit d'expression libre. Alors, y a-t-il encore liberté d'expression dans ce pays? Et voici qui met fin à ce journal. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.